Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer le cours du module Introduction aux relations publiques, ce sera les derniers cours. Aujourd'hui, on a le cours numéro 8, titulé Les modèles et les approches de relations publiques, présenté par Dr. Semer. On va traiter le cours d'aujourd'hui, les modèles et les approches de relations publiques suivant 7 plans. Introduction, les repères théoriques de la pratique des relations publiques, les processus d'intégration des médias sociaux, la gestion des relations et la communication bidirectionnelle symétrique, la gestion des communications en situation sensible, la planification stratégique dans les médias sociaux et enfin c'est la conclusion. Introduction, je veux introduire le cours d'aujourd'hui, les modèles et les approches des relations publiques. Ce cours présente l'approche principale de la recherche scientifique sur les relations publiques, basée sur une vision systémique de la société et des relations entre une organisation et son environnement, et aussi certaines des critiques adressées récemment à cette approche. L'analyse des relations publiques est née en même temps que cette discipline. Des personnages comme Edward Bernays, on a déjà vu cette personne, père des relations publiques aux États-Unis. Lucien Matret ou William Jou ont été aussi les premiers enseignants et auteurs de livres et manuels dans le domaine. La recherche scientifique sur les relations publiques a été traditionnellement assez directement liée à la pratique dans l'objectif de la perfectionner, surtout aux États-Unis. La vision systémique de la communication et de la société a été très influente dans les recherches sur les relations publiques jusqu'à l'année 1990. Dans cette perspective, la société dans son ensemble, mais aussi chaque organisation, est vue comme un système, c'est-à-dire un ensemble limité d'éléments en interaction, capable de persister dans le temps et doté de frontières. Un système tend à regarder son équilibre interne, qui est en même temps en évolution et interagit de façon plus ou moins intense avec l'environnement, système ouvert et fermé, via des échanges de matériaux et d'informations input et output. De ce point de vue, les relations publiques ont le rôle de gérer l'interaction informationnelle entre intérieur et extérieur du système de l'organisation en permettant donc l'adaptation de cette dernière. La première point, c'est les théories et pratiques de relations publiques dans l'écosystème numérique. Les repères théoriques de la pratique de relations publiques. Conceptualiser une théorie des pratiques a toujours représenté un projet cher au père de l'approche de l'appropriation, Michel Ducerceau, 1980-1990. Bien qu'il n'ait pu le réaliser totalement, ils lui ont à au moins jeté les bases issues de la sociologie du usage. Cette approche étudie les manières de faire ou comment les gens ordinaires utilisent les nouveaux objets qui leur sont prescrites. Donc, ces théories essayaient d'étudier les relations publiques, l'usage des personnes avec les réseaux sociaux par exemple, etc. C'est une théorie qui étudie les relations publiques, tout ce qui concerne la relation publique dans l'environnement de l'entreprise. Elle s'intéresse particulièrement à l'écart qui se produit lors de l'utilisation de ces nouveaux objets entre l'usage effectif
des utilisateurs et l'usage prescrit des concepteurs. On positionnait l'usager au centre de préoccupation transposée dans l'univers d'une nouvelle technologie d'information, dans le web collaboratif et les médias sociaux. L'approche de l'appropriation est un terreau fertile pour de nombreux chercheurs, comme le démontrent les nombreux travaux recensés dans Breton et Prolux, 2012. En parallèle à ces travaux, apparaissent progressivement des modèles de communication en relations publiques. Dès 1984, les Américains Grenier et Hunt établissent les fondements théoriques d'un modèle de communication représente l'une des contributions les plus importantes dans le domaine, c'est-à-dire l'Américain Grenier et Hunt, les fondements théoriques du modèle de communication. Selon la communauté de chercheurs, ce modèle précurseur de Grenier apporte deux dimensions incontournables de la profession, soit les communications et les relations. Il les décline en 4 types de pratiques. Les 4 types sont la promotion, l'information du public, la communication bidirectionnelle asymétrique et la communication bidirectionnelle asymétrique. Cette dernière pratique est reconnue la théorie de l'excellence depuis 2002, Grenier et Dozier en 2002. Depuis le siècle dernier, l'évolution des différents modèles de relations appliqués par les professionnels a permis d'établir le constat suivant. La pratique des relations publiques s'est graduellement développée à partir d'une logique unidirectionnelle pour faire place à un modèle de pratique bidirectionnelle tel que préconisé et pratique en communication interactive dans les médias sociaux. Les façons de faire interpellent davantage le développement de compétences assujetties aux normes et aux valeurs inhérentes qui prévalent dans la logique des médias sociaux, soit la fiabilité, la transparence, la participation, l'investissement et l'engagement à long terme. Tel qu'établi par le Lindengram et Bruni, 1998, au-delà de la technologie et de nouvelles façons de faire des communicateurs, c'est donc amorcé un virage progressif vers de nouveaux paradigmes prenant de plus en plus en compte le point de vue des différents publics, favorisant ainsi de nouveaux modes de gestion des relations axés sur les valeurs de médias sociaux. En dépit de cette évolution, il serait naïf de croire qu'un véritable dialogue authentique entre toutes les parties prenantes et pratiques courantes dans toutes les organisations. Néanmoins, reconnaître les possibilités offertes par les médias sociaux et en saisir toutes les occasions d'échange afin de tenter de créer et de maintenir des relations de confiance entre les publics des organisations demeure le rôle fondamental et l'objectif idéal à atteindre par les professionnels en relations publiques. Mise en œuvre 2010, Chart, Lavigne et Momoni 2015. Le deuxième point, c'est les processus d'intégration des médias sociaux. Donc, comme on a déjà expliqué, c'est l'émergence des médias sociaux et ses nombreuses possibilités de faire autrement à pousser divers auteurs et professionnels à proposer des démarches de communication avec ces nouveaux moyens de communication auprès de nouveaux médias. On a Balaguer et Fayon qui écrit ça en 2012, AIB. Boussicotte et Dupin 2013 et Charles Gaudier 2012. De son côté, l'OMISRP
a proposé une démarche stratégique d'intégration des médias sociaux en 10 étapes pour les organisations soucieuses de développer de nouvelles pratiques de relations publiques avec ces nouveaux outils comme Suite. Effectuer de la veille, analyser les besoins, identifier des objectifs des clientèles, choisir des plateformes et outils, prévoir et créer des contenus pour chaque cible. Adopter des outils de gestion, former et mobiliser des ressources, engager la conversation, interagir, créer une communauté d'intérêt et enfin évaluer, ajuster et établir une veille permanente. Charles Gauthier et Gino 2013. Toutes ces étapes doivent être développées en collaboration au besoin avec des professionnels en relations publiques extérieures à l'organisation, puis intégrées et coordonnées à l'interne par l'organisation elle-même afin de créer des interactions constantes et de proximité avec ce public dans la mesure du possible. À partir des travaux recensés dans la littérature par l'OMSRP, un trait commun se démarque: exercer une veille préliminaire en continu sur les médias sociaux s'avère un exercice essentiel et recommandé partout. Même si les organisations sont plus ou moins prêtées à intégrer les médias sociaux, effectuer la veille demeure une étape préalable et incontournable à tout processus d'intégration dans les médias sociaux, quel que soit le niveau d'intégration à atteindre, la taille ou le domaine d'activité de l'organisation. Autres les recommandations pour une appropriation et une intégration réussie dans les médias sociaux. D'autres éléments sont à considérer. Il importe d'éviter les écueils suivants: l'absence d'une planification stratégique adéquate, l'utilisation similaire de toutes les plateformes en dédoublant, notamment les contenus, le recours aux mauvais outils pour la clientèle spécifique à rejoindre, ou encore la création de contenu axé essentiellement sur sa propre organisation sans égard. Partage ou collaboration avec d'autres. Une fois ces considérations prises en compte, il est recommandé d'adopter une stratégie fondée sur le paradigme des interactions, la prise en compte des usages prescrits et effectifs, l'adoption des valeurs associées aux médias sociaux et enfin le respect de l'écosystème numérique de l'organisation. Charles Bidard 2013 qui dit ça. Outre le questionnement de l'appropriation, de la planification et du processus d'intégration dans les médias sociaux, s'est rapidement imposé celui de la personne ressource susceptible de gérer ces outils et de susciter les conversations avec les divers publics des organisations. Le troisième point, c'est les animateurs de communauté et les enjeux sur les réputations. Depuis l'explosion d'outils de partage sur les plateformes Web 2.0, les animateurs de communauté se sont révélés de plus pertinentes pour gérer les diverses activités de communication émanant des médias sociaux. Stinger et Cotton 2011. Gardiens de l'image des organisations, les professionnels des relations publiques ont naturellement continué à assumer ce rôle dans l'écosystème du Web 2.0. En gérant les relations et les réputations des organisations appelées images numériques d'un individu ou d'une organisation.
Les réputations se définissent comme l'acte d'agir sur la perception et de la légitimer auprès d'un large public. Ceci par la maîtrise des comportements individuels et collectifs des internautes dans la société de l'urgence à l'heure des réseaux sociaux. Idée riche 2009, elle représente l'expression et l'évaluation des opinions d'internautes par le biais des outils web. 2015. Occasion pour certains, menace pour d'autres, les réputations est à la fois polymorphe et polysémique. Alcantara, 2015, dit ça. C'est la visibilité de ces opinions accumulées qui impacte l'image et les réputations d'une organisation. Pour Merzou, confiance, notoriété, popularité, crédibilité, influence ou autorité, ce qu'elle mesure emprunte à des domaines relèvent de cultures différentes qui s'enchevêtrent compte tenu de l'importance de phénomènes dans les médias sociaux et l'importe d'analyser les enjeux. La gestion des relations et la communication bidirectionnelle symétrique. Le recensement des travaux menés dans le domaine des relations publiques a permis d'observer les diverses façons dont ces professionnels mènent leurs activités, notamment en situation sensible et de gestion du risque, voire gestion de crise pour Liber 2016 et Hedrich et Maron 2014 et Bloch 2012. Donc, le MSRP s'est particulièrement intéressé au point de vue des animateurs de communauté pour procéder à ces observations et analyses. Donc, ce sera des chercheurs qui fait des études dans les relations publiques, dans la communication bidirectionnelle symétrique. Donc, chacun a un point de vue dans ce domaine. On est en train d'expliquer dans le point de vue de chaque chercheur. Parce que les relations publiques, c'est une science, c'est une partie de science de l'information et de la communication, surtout de la communication. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui écrivent, qui étudient ce phénomène, ou bien cet domaine. D'observation, en analyse d'entretien semi-dirigé mené auprès d'animateurs de communautés de différentes organisations publiques et privées. Les résultats de travaux Scharst et Ducé 2014, Scharst et Buffer 2015 montrent notamment l'importance accordée aux notions de transparence et de fiabilité, parce que les données recueillies démontrent la pertinence de moins 2 des 5 indicateurs soulignés par Lindgren et Brunet en 1998 en 2003. Dans la théorie de la gestion des relations, les 3 autres étant la participation, l'investissement et l'engagement en longue terme. La plupart des animateurs ont aussi affirmé que bâtir une communauté solide est plus important que d'avoir une grande notoriété dans les médias sociaux, ce qui démontre encore une fois une volonté de connecter avec les utilisateurs. Soli 2011. Vous pouvez trouver d'autres informations sur ça. On notera aussi toutefois que certains animateurs provenant d'administrations publiques ne cherchent pas à établir ce type de relation et préfèrent utiliser les médias sociaux comme fil d'actualité, démarche plus adaptée à la mission de leur organisation. C'est-à-dire, il y a quelques chercheurs qui estiment que toutes les sociétés maintenant, ou bien les entreprises dans le domaine de relations publiques, utilisent les médias sociaux pour adapter avec avec le développement de technologies de l'information et de la communication. Il faut l'utiliser dans le travail, dans le domaine de relations publiques, dans l'organisation elle-même.
Donc, c'est ça très important. Donc, les médias sociaux, ça sera un outil de communication très effectif et aussi très importante pour l'entreprise. C'est pour ça que toutes les entreprises essaient d'adapter ces nouvelles technologies et l'utiliser dans leur travail. Par ailleurs, la pratique professionnelle des animateurs faisant preuve d'ouverture et d'honnêteté dans leur gestion des relations démontre aussi qu'ils tendent à appliquer le modèle bidirectionnel symétrique de Grenier et Hunt 1984. On a expliqué ça déjà dans les dispositifs passés, correspondant également aux valeurs inhérentes des médias sociaux. Les animateurs qui ont le mieux géré les situations sensibles sont ceux qui ont mis en place au préalable des mécanismes d'écoute et de recherche afin de développer un rapport d'égal à égal avec leur public. Ça, c'est que s'écrit Bloch des mécanismes d'écoute et de recherche afin de développer un rapport d'égal à égal vers leur public. Ce rapport d'égalité entre les deux parties communicantes est primordial dans une communication dite symétrique et l'on suppose qu'on s'adapte à l'internaute et l'animateur de communauté peut remédier au rapport de force vécu avec l'internaute, voire l'influencer de façon favorable envers l'organisation et ainsi protéger des réputations. Quatrième point, la gestion des communications en situation sensible. Par contre, les résultats de l'étude de Charles et de C. 2014 démontrent aussi le peu d'efforts généralement faits au niveau de la recherche sur les communautés des organisations, ce qui devient rapidement problématique lorsque survient une situation sensible. Souvent, les animateurs de communautés naviguent à vue, ce qui est corroboré par le fait que la plupart des participants à l'étude n'avaient pas d'objectif précis quant à leur utilisation des médias sociaux, et encore moins en situation sensible, à l'inverse de ce que suggère la pratique des médias sociaux. N'ayant pas d'objectif précis, plusieurs animateurs de communauté ont choisi de ne rien faire et d'ignorer des commentaires en espérant que la situation sensible ne s'envenimerait pas. Cependant, ne rien faire renvoie tout de même un message aux internautes et l'on peut s'interroger sur l'utilité à long terme de cette pratique. Stinger et Cotton 2011. Selon le processus de gestion des commentaires mis au point par Charles Goodyear et Gino 2013, les commentaires négatifs devraient être utilisés comme point de départ pour engager la conversation avec l'internaute. En cas d'échec, l'animateur doit appliquer l'étiquette de son organisation, si cette politique existe, et celle-là affichée sur la page d'accueil des plateformes de l'organisation. Advenant le non-respect de cette entente, l'animateur peut, dans ces cas extrêmes, supprimer des commentaires injurieux ou blasphématoires désert les deux parties communicantes. Donc, les réseaux sociaux ou bien les médias sociaux permettent les internautes ou bien l'usage de médias sociaux pour interagir avec les messages, avec les personnes. Donc, ces médias sociaux donnent plusieurs fonctions aux utilisateurs.
dans les situations où la recherche concernant les profils et les besoins d'information et de communication de sa communauté est faite au préalable, elle permet aux animateurs d'identifier les leaders d'une situation sensible et ainsi tenter de dialoguer avec eux. Ce sont généralement dans ces cas précis que la situation se règle rapidement et de façon satisfaisante pour les deux parties, ce qui démontre notamment le pouvoir d'influence que les animateurs de communauté peuvent exercer sur leur public, voire l'influence que la gestion de leurs relations avec leur public peut exercer sur les réputations d'une organisation. Prolix et Sean 2011. Ces ouvrages récents font référence aux leaders dans les médias sociaux à amener l'OMSRP à examiner cette dynamique dans l'écosystème numérique et à tenter d'identifier les indicateurs qui caractérisent les leaders d'opinion et leur influence possible à partir du point de vue des animateurs. Le cinquième point qui est très important aussi, c'est les caractéristiques de l'influence dans les médias sociaux. Selon Fayon et Alwan 2012, l'influence est une partie intégrante de leur réputation et permet de gérer de manière offensive l'image de l'entreprise sur la toile. Dès lors est soulignée la dimension proactive de la gestion de l'influence et de son incidence possible sur les réputations des organisations. Pour Fouillet et Villeneuve, 2011, l'influence et la réputation vont de pair, car une réputation maîtrisée permet l'exercice de l'influence spontanée. Ces mécanismes s'appliquent également en ligne. De plus, tout internaute a la faculté de devenir créateur de contenu en échange des messages sur Internet. Cela pose le problème de la gestion de l'électronique, les réputations. Voir le fondement même de ce qui est l'entreprise et de ce qu'elle veut devenir. Le thème de les réputations s'inscrit ainsi dans une forte part de communication, puisque le monde actuel se construit autour des problématiques de communication, d'image et de réputation. C'est ça qu'elle écrit dans un quatrième paragraphe en ligne Boston. Compte tenu de l'importance de l'influence et de son incidence sur les réputations des organisations, il s'avère intéressant de s'interroger sur les caractéristiques de cette influence. Le point suivant, c'est le leader d'opinion dans les médias sociaux. C'est-à-dire qui gère l'opinion dans les médias sociaux. Selon Heydrich et Myron, 2014, l'influenceur ou le leader d'opinion dans les médias sociaux est celui qui participe au contenu et aux conversations sur diverses plateformes en apportant une valeur ajoutée à un propos, service ou produit dont il se réclame avoir des compétences en la matière. C'est-à-dire qu'il y a un contenu dans les réseaux sociaux, ils savent comment réagir avec les commentaires, avec la réaction de leur public à un grand public dans les réseaux sociaux, répondant à un besoin d'information et de communication d'une communauté intéressée. C'est-à-dire, il peut répondre aux besoins de leur public. C'est ainsi qu'il exerce une influence dans un réseau. Depuis les travaux menés par Katz et Lazarsfeld, 1955 et 2008, on peut utiliser
la théorie du CAT, c'est des Usage and Gratifications. This theory, cette théorie de Lazarsfeld, usage et gratification, c'est comment utiliser par exemple les réseaux sociaux et pourquoi et quels sont les motifs pour utiliser et quelles sont les gratifications de leur usage. Nous avions déjà que les leaders d'opinion jouissent de conditions socio-économiques plus élevées que la moyenne, qu'ils voyagent beaucoup et qu'ils exercent une influence sur le processus décisionnel de leur réseau. Donc, Heydrich et Myron vont au-delà de cette définition en insistant sur la valeur ajoutée de ces leaders, issus de leur expertise, ce qui élargit la notion de l'influenceur lorsqu'elle est adaptée aux médias sociaux. Charest et Bouffard 2015 ont aussi soulevé cette notion d'influenceur et leur rôle dans les médias sociaux en identifiant 7 critères, les caractérisant la personnalité, un contenu substantiel, l'omniprésence sur diverses plateformes sociales, la création d'une communauté d'intérêt et la crédibilité. Ces caractéristiques se démarquaient à partir d'une recherche exploratoire qui faisait ressortir 12 indicateurs de l'influence susceptibles d'exercer un effet sur les réputations des organisations auprès de leur public. Le plus étonnant était cette dernière caractéristique qui s'était manifestée au dernier rang de l'étude, soit celle du nombre d'abonnés. Elle se réveillait non significative si elle n'était pas jumelée avec une caractéristique qualitative, telle que la personnalité du gestionnaire de communauté. Les résultats de cette dernière étude empirique ont également fait ressortir une faiblesse et parfois l'absence d'une planification stratégique en amont dans les médias sociaux, ce qui a mené l'homme CRP à analyser plus en profondeur la question de la planification dans les médias sociaux, et ce, à partir cette fois du point de vue des gestionnaires des médias sociaux à des niveaux hiérarchiques supérieurs. Le 5e point, c'est la planification stratégique dans les médias sociaux. La revue de littérature récente et la recherche exploratoire menée par Charest, Bouffard et Sajmovic auprès de cadres supérieurs dans les organisations confirment une évolution de la pratique des gestionnaires dans les médias sociaux. Ils n'improvisent plus leur présence dans les médias sociaux comme c'était le cas lors de l'apparition de ces nouveaux médias dans le milieu des années 2000. Cette évolution se traduit notamment par une planification stratégique et ce, en amont par l'ensemble des stratégies interrogées. L'établissement d'objectifs généraux de leur présence dans les médias sociaux est mieux défini même s'il reste des efforts à déployer de côté des objectifs particuliers. Les stratèges intègrent de mieux en mieux ces nouveaux outils en les adoptant à leurs différents publics tels que prescrits dans la littérature et la pratique observée. Le 6e point, c'est l'ambidextrie organisationnelle. Sous un angle théorique, le fait que les gestionnaires planifient de plus en plus en amont leur activité dans les médias sociaux et qu'ils restent à l'écoute des aléas de l'actualité. En intégrant ces pratiques au plan stratégique global, démontre une tendance ambidextrée de la pratique. Bodwell et Shermark
Ce concept se caractérise par le mode de pensée building mode qui signifie qu'un groupe d'acteurs guidés par des buts prédéfinis participe à des efforts communs dans le but d'atteindre des objectifs. De l'autre côté, on retrouve le mode de pensée Dowling, mode qui se caractérise par des acteurs ayant pour but de surmonter des obstacles immédiats. Cette façon de prévoir, de s'approprier et de reconfigurer des actions quotidiennes représente le cœur même de la fabrication de stratégies qui permet aux entreprises d'intégrer de nouvelles pratiques professionnelles de planification et facilite ainsi l'adaptation au changement organisationnel. L'intégration de ces deux modes de planification rejoint l'approche de Michel de Certeau, citée dans Chia et Roche 2011, qui insiste sur la nécessité d'intégrer ces deux façons de faire afin de favoriser une vision et une compréhension plus globale des stratégies. La planification stratégique en 3 niveaux. Outre cette vision globale, idéale à développer par les gestionnaires. Earthchild, Fabriel et Gigon 2010 proposent un modèle de planification stratégique applicable aux masses via médias sociaux, dans le but d'établir et d'atteindre les objectifs de communication des organisations. Issu de la pyramide de Maslow, qui intègre les besoins de confiance, d'attachement et de collaboration d'un individu, le modèle de planification proposé fait appel à 3 niveaux hiérarchiques. On a le premier, c'est développer le capital de confiance de l'organisation. On travaille sur l'identité et la réputation de celle-ci. Développer un sentiment d'attachement et de transparence afin de faire émerger des ambassadeurs de l'organisation qui deviendront des vecteurs de diffusion des idées de l'organisation. Et la troisième, agréger une communauté autour d'un projet commun selon la nature et les objectifs de l'organisation. Ce sera les 3 niveaux de pyramide hiérarchique de Maslow. C'est un psychologue qui traite ici besoins de l'homme en général. Par exemple, viser la co-création du contenu. Toutefois, les auteurs nuancent leurs propos quant à l'atteinte de ces niveaux. Et surtout, le troisième, ils ne peuvent être adoptés par toutes les organisations dans les médias sociaux qu'à la condition de consacrer les ressources humaines, matérielles et financières appropriées. La revue de littérature récente, jumelée aux différentes études menées par l'équipe de l'OMSRP, démontre cette tendance de la part des gestionnaires à mieux planifier les processus d'intégration et leur objectif de présence dans les médias sociaux. On constate effectivement que les organisations élaborent des stratégies de veille et de contenu de mieux en mieux articulées et axées de plus en plus vers les publics. La pratique observée révèle aussi que certaines organisations collaborent de plus en plus entre elles et avec leur public en participant à des projets communs, notamment en stimulant des échanges, favorisant ainsi la visibilité de différents contenus sur les médias sociaux. En plus de cette pratique collaborative, une tendance innovatrice s'est démarquée dans les façons de faire des organisations, l'utilisation des influenceurs. L'utilisation stratégique des influenceurs et le cycle de l'engagement. De récents travaux, Charles et Zamovich, Pofar 2016,
on permet d'identifier une tendance qui est plus significative dans l'évolution de la pratique des relations publiques dans les médias sociaux, soit l'intégration des influenceurs au cœur même de la stratégie. On constate effectivement une volonté d'utiliser ces catalyseurs dans le but d'interagir avec le public et ce afin de mieux adapter les contenus à leurs besoins, ce qui favorise notamment la participation de la communauté sur les plateformes de l'organisation, des employés et des collaborateurs et les incite ainsi à participer aux projets communs des organisations tels que recommandés par Archie et al. 2010. En outre, cette tendance à intégrer les influenceurs dans les stratégies de communication dans les médias sociaux s'avère déjà fructueuse sur le plan de la communication bidirectionnelle avec les publics, révèle l'étude. Elle se traduit entre autres par le développement d'une relation plus étroite entre les internautes et l'organisation. Cette relation plus étroite développée dans les médias sociaux rejoint le modèle conceptuel du cycle de l'engagement développé par Peterson 2006. Le cycle regroupe les 4 composants suivants: l'implication, l'interaction, l'intimité ou affinité et l'influence. C'est l'enchaînement de ces actions qui représente le cycle complet de l'engagement des internautes sur les plateformes et que les organisations doivent tenter de développer pour susciter. Pour susciter conversation avec leur public, Peterson décrit l'activité continue du cycle des 41 comme suit. L'implication des professionnels et des publics concernés mène à des interactions meilleures. En qualité et en quantité, toutes ces interactions favorisent l'intimité ou la proximité entre l'organisation et ses publics et développent ainsi des affinités entre eux. Une fois cette implication, interaction et proximité établies, c'est alors qu'ultimement l'organisation peut tenter d'influencer sa communauté de façon favorable envers son organisation, un produit ou un service. À la lumière des stratégies récentes déployées par les organisations, force est de constater le raffinement des pratiques professionnelles des gestionnaires dans les médias sociaux en ce qui a trait à la planification stratégique, l'intégration des influenceurs dans leur stratégie et le renforcement des liens développés entre les organisations et leur public. Donc, contrairement à ce que le pensent communément, les relations publiques et les théories de la communication n'ont pas toujours fait bon ménage. On a même l'impression qu'elles ont vécu de manière séparée pendant de longues années. L'Europe, surtout, a paru privilégier la voie de la ségrégation plutôt que celle de l'enrichissement et de la fécondation mutuelle. Même là où elles coexistent dans une même institution d'enseignement ou de recherche, communication et relations publiques sont d'ailleurs se gérer de manière distincte avec offres de formation spécifiques et publications spécialisées. Certains groupes extérieurs à la pratique professionnelle s'interrogent actuellement sur cette distance et sur les travers qu'elle risque d'instaurer des destinataires des actions de relations publiques étudiants ou futurs professionnels de demande. Ainsi, en quoi le secteur de la communication d'entreprise serait tellement spécifique que ni la théorie de l'interaction ni celle de la communauté ne pourrait l'éclairer ou l'enrichir à l'instar de ce qui se fait, par exemple, dans le domaine de la communication politique. Il faut bien constater qu'au cœur des dernières années, le champ professionnel, mais aussi académique,
de réflexion sur les relations publiques a, eux, plus vite tendance à s'insérer au sein des pratiques et des théories de management que permet celle de la communication et des sciences sociales. Ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi les relations publiques en eux souffrent du mal à être considérées comme une discipline des sciences sociales et ce qui naguère facilite les relations entre les communicateurs d'entreprise et les chercheurs en sciences sociales. Le présent dossier offre une opérationnalisation de ce possible que se passerait si les chercheurs en sciences sociales et les chercheurs en communication se hasardaient à confronter leur approche théorique ou pratique de communication dans les organisations. Qu'en serait-il de la confrontation entre les théories et les opérations concrètes et de l'intégration des situations de relations publiques par les théories existantes ou par certains concepts empruntés aux sciences humaines? Pourquoi ne pas concevoir dès le départ totalité du système social et avec les pratiques de la vie en société? En quelque sorte, le dossier est un pari. Bien sûr, elle n'est pas purement isolée et sa démarche présente notamment des affinités avec d'autres dossiers de la revue Communication et Organisation, toujours soucieuse de faire la jonction entre les pratiques et les théories, entre les professionnels et les chercheurs. Elles en présentent aussi avec d'autres publications rédigées par des groupes de recherche que l'on doit bien appeler minoritaires puisque la voix dominante se situe ailleurs. Mais simultanément, par son ambitieux propre, elle se présente comme un premier jalon en réunissant des articles qui proposent des pistes d'investigation, des voies parfois nouvelles, voire des aventures intellectuelles. Certains articles de dossiers nous gèrent des résultats de recherche élaborés. Leur seule volonté est d'ouvrir quelques perspectives, de lancer ce qu'est Yavewinki dans le texte qu'il propose ici appelle des stratégies de rupture. Même les auteurs dont les textes sont réunis dans le dossier ont travaillé dans des temps et dans lieux institutionnels différents. Leurs préoccupations se rejoignent. Chacun à sa manière propose des perspectives de recherche qu'on souhaite fécondes pour la connaissance des phénomènes de communication des organisations. Il essaye de nouveaux modèles que certains d'entre eux importent d'autres domaines que ceux qui sont des relations publiques traditionnelles ou modernes. Les travaux recensés dans la littérature de l'approche de l'appropriation issue des sociologues du usage et les études empiriques menées par l'OMCRP dans les analyses des entretiens effectués auprès d'animateurs de communautés et de gestionnaires des médias sociaux. Du niveau hiérarchique supérieur dans les organisations témoignent des tendances observées. Les pratiques professionnelles dans les médias sociaux ont planifié de plus en plus en amont des activités quotidiennes menées sur les différentes plateformes. Les utiles et les plateformes se raffinent. Les contenus sont mieux adaptés aux besoins d'information et de communication des clientèles, ce qui suscite un nombre croissant d'interactions et d'engagement entre les organisations et leur public. Donc, jusqu'à présent, le thème principal de littérature consacré aux relations publiques a sans doute trop tourné autour de la préoccupation professionnelle de départ, qui est liée à la maxime des premiers praticiens, comme bien faire et comme le faire savoir. En même temps qu'elle a tenté d'adopter des réponses variables selon les périodes et les lieux, cette littérature a valorisé et conforté les démarches professionnelles. Elle est en outre intervenue dans le système de représentation et de croyance collective. Et ceci avec autant plus de poids que cette approche
ces données à percevoir comme dominantes sinon exclusives. N'y avait-il pas le phénomène étonnant et détonnant qu'il convenait de dénoncer, phénomène propre au secteur des relations publiques, car dans d'autres domaines des sciences humaines, on trouve une démarche analytique davantage préoccupée de modéliser leur fonctionnement, de les lier à l'histoire des idées, même au management et au marketing, et de permettre la présentation de discours multiples et contradictoires. Ainsi, des pistes alternatives de recherche s'avèrent nécessaires à creuser si on veut que les relations publiques soient fertilisées par la science, les sciences humaines. Il puise une ou plusieurs méthodologies d'approche au bénéfice de tout. Quand elle ambitionne, par exemple, d'étudier les relations publiques en termes de rites, de rituels, d'interaction et de création de choses scientifiques. Les pistes de recherche ouvertes par les chercheurs de dossiers vont effectivement dans ce sens. Basées sur un questionnement de relations publiques, les approches alternatives au modèle purement managériel permettent notamment d'inclure dans le domaine de la communication d'entreprise des pratiques habituellement non recensées car sans guère d'existence et de fondements professionnels légitimes, mais néanmoins largement appliqués, ça répété. Ainsi, on est par exemple de vernissage de l'exposition de certains éléments de communication dites internes des entreprises. Il en a été aussi de même pendant longtemps de certaines formes d'accueil ou de protocoles actuellement plus construites et professionnelles soignées. Il s'agit là de thèmes qui relèvent de la communication d'organisation tout en étant moins ouverts par les spécialistes des relations publiques que les conférences de presse ou que la confection de messages élaborés. Sans doute n'y a-t-il pas lieu de les ignorer, mais en plus il convient de leur consacrer des efforts de recherche susceptibles de contribuer à une meilleure connaissance des opérations de relations publiques, même si ces thèmes présentent a priori moins de visibilité que d'autres thèmes. Il s'agit en quelque sorte de se démarquer de la règle implicite selon laquelle seules les activités menées par des professionnels ayant fonction de communication ou celles entreprises par des agences extérieures de communication sont prises en compte dans les modèles d'analyse et de fonctionnement. Ce n'est d'ailleurs pas une raison pour ignorer les thèmes les plus fréquents de la communication d'entreprise. Il s'agit de poser de nouvelles questions sur eux aussi et démontrer les relations qui s'instaurent entre les divers acteurs concernés. Quant à l'intégration des influenceurs dans les stratégies représentant la tendance la plus significative observée dans la pratique, elle s'avère une solution intéressante, spécifique de relations publiques qui vaudrait la peine d'être intégrée dans les pratiques professionnelles de façon éthique et professionnelle pour améliorer la communication et la visibilité des organisations. Sans compter l'incidence que ces influenceurs exercent sur les réputations des organisations étant, rappelons-le, l'un des enjeux majeurs à gérer par les professionnels en relations publiques. Donc, les textes par exemple, les textes de Gérard Delez, d'Alain Neverlin et d'Ivy Winky s'inscrivent nettement dans cette perspective. Nathalie Yenchi, quand elle ouvre une réflexion de type plus théorique sur la nature des relations publiques. Il est bon de se rappeler que les relations publiques ne sont pas nées de rien et qu'elles ne peuvent avoir la prétention d'avoir tout inventé. Il y a lieu de recherche et d'insister sur des connexions à faire avec d'autres représentations, d'autres concepts et d'autres pratiques, et à rechercher les points de jonction
avec la société civile et domestique. Ceci aussi les modèles d'analyse de la communication politique l'ont intégré depuis longtemps. Enfin, il s'agit surtout de pouvoir rendre publique une réflexion dont le bénéficiaire ne soit pas uniquement les milieux professionnels, mais qui puisse être utile à tous ceux qui sont concernés par les relations publiques, professionnels et consultants, patrons souhaitant avoir des visées à moyen et long terme, étudiants en politique, décideurs de toutes sortes, enseignants et consommateurs de relations publiques. Car dans notre société occidentale, par exemple, toute personne est concernée par les relations publiques, toute personne y participe. La communication d'organisation et le management sont trop importants pour être laissés seuls professionnels et aux managers ou même à quelques experts au conseil hyper spécialisé de la communication d'entreprise. Certes, ils ne peuvent pas être étudiés sans prendre en compte ces derniers, car leur rôle est prépondérant dans les systèmes de communication mis en place. Ce rôle est même prioritaire, mais ils doivent en même temps être étudiés avec distance et recul. À leur manière, Pierre de Saint-Georges, Alain de Sauvage et Michel God montrent cette communication d'entreprise qui pourrait se faire autre qu'en à Jules-Louis Lemoyne, etc. Il explore de nouvelles voies de modélisation qui s'inscrivent dans l'optique de gestion et de la complexité des opérations de communication. Confrontation d'autres théories, l'importation prude de concepts venus des sciences humaines, recherche de compréhension de la complexité, stratégie de rupture, c'est donc ce cadre que la recherche plus théorique travaillée par chercheurs qui constituent un groupe encore minoritaire prend, semble-t-il, tout son intérêt. Enfin, sur le plan théorique, bien que les travaux présentés portant sur les influenceurs ayant émergé dans notre étude, force est d'admettre que cette dimension est très peu documentée dans la littérature. Compte tenu de l'importance d'intégrer des influenceurs dans une stratégie globale dans les médias sociaux, des recherches plus approfondies portant sur ces vecteurs communicationnels mériteraient d'être faites afin d'étudier davantage cette dimension dans les pratiques, voire de poursuivre les travaux conceptuels nécessaires au développement d'une théorie des pratiques. Donc, on peut dire que les relations publiques sont tout d'abord une activité de communication. Elles permettent aux organisations publiques, privées ou le préserver de maintenir et de faire évoluer des relations de confiance avec ces différents publics, qu'ils soient internes ou externes. Autrement dit, les relations publiques consistent à conserver et à préserver l'image positive d'une entreprise. Avec le processus de mondialisation, le monde des affaires a connu un changement radical avec l'expansion d'entreprises multinationales dans les économies locales. Ce processus incite les entreprises à être davantage compétitives et de contribuer au rayonnement de leur image. Le chargé de relations publiques joue un rôle vital dans le maintien et la transmission de l'image de l'entreprise ainsi que ses valeurs pour son environnement. Pour le responsable de communication chargé de relations publiques, il s'agit d'établir des relations de confiance avec les différents publics dans l'Internet, l'intérêt de l'organisation qu'il représente. Cette contribution essaiera de mener une réflexion sur la communication en entreprise dans sa dimension humaine, notamment en termes de relations publiques. Elle vise à mettre en valeur trois critères majeurs, à savoir la création et le maintien de l'image de l'entreprise, la création et la préservation de la notoriété
de l'entreprise et la création et le maintien de la confiance à l'entreprise. Par cette étude, nous souhaitons mener une réflexion au sujet de la communication, un axe essentiel qui permet aux organisations modernes d'entretenir des relations publiques fortes et durables. Parce que les relations publiques ont un grand rôle de gestion de l'université, gestion des entreprises et tous les soit privés ou soit tous les types d'entreprises. Parce que les relations publiques ont un grand rôle de développer l'image de société et les relations publiques donc ont un grand rôle de développer développer l'image de société. Donc, j'ai essayé d'intégrer les apports théoriques et pratiques de relations publiques dans la gestion de la communication organisationnelle. Donc, on va distinguer les deux grands paradigmes qui traversent l'étude de relations publiques ainsi que les différentes approches théoriques qui en découlent leur contexte d'utilisation, appliquer et évaluer des modèles de pratiques propres aux relations publiques. Donc, on va essayer de mobiliser le corps théorique approprié pour la recherche en relations publiques et développer une réflexion critique autour des différentes théories et différents modèles présentés dans le cours. Donc, j'ai essayé dans ce cours présenter et approfondir les différentes approches théoriques et les divers modèles de pratique entourant l'intégration et la mise en application des relations publiques pour la gestion de la communication organisationnelle. Le cours aborde d'abord les deux grands paradigmes en relations publiques, soit le paradigme fonctionnaliste et le paradigme postmoderne. Il se penche ensuite sur diverses approches théoriques qui peuvent être mises de l'avant dans l'étude des relations publiques, notamment la théorie de l'excellence, j'ai déjà expliqué, et la théorie de la réception active et la théorie des parties prenantes. Le slow PR, la théorie des réseaux institutionnels, la sémiotique situationnelle et la rhétorique, le storytelling, communication narrative, etc. Enfin, le cours présente différents modèles de pratiques découlant de ces approches théoriques et on analyse les impacts des pratiques professionnelles de relations publiques. Donc, c'est très important de connaître ces paradigmes parce que c'est très important, surtout pour les chargés de communication, un peu les spécialistes de relations publiques. Donc, il faut connaître que les relations publiques, ce sera très important pour l'entreprise. Les relations publiques soit pour les chercheurs ou bien pour les responsables de chargés de communication ou bien les dirigeants de communication dans de société ou bien de l'entreprise. Donc, avant de terminer le cours,
J'aimerais bien confirmer que les professionnels de relations publiques doivent faire face à des problèmes de nature éthique. D'abord, en tant qu'individu, lorsqu'ils prennent des décisions reliées à leur vie professionnelle, mais aussi dans le cadre de leur fonction de conseiller en matière d'éthique pour les organisations, lorsqu'ils aident les derniers à agir de façon éthique, responsable et durable. La présente introduction définit les responsabilités éthiques et sociales des professionnels des relations publiques et discute des possibilités et des obstacles qu'ils rencontrent dans le cadre de leur fonction de conseiller en matière d'éthique. Nous aborderons ce thème de recherche en relations publiques, les décisions éthiques personnelles, les relations avec les clients et les autres particiens, la loyauté envers les organisations, le public et la société, le choix d'un client ou d'une organisation, les rôles de défenseur et de conseiller, la confidentialité et de la transparence et finalement les médias numériques. Nous terminerons avec une discussion sur la nécessité théorique et éthique des relations publiques et nous décrirons les quelques-unes des plus promonteuses. Parce que la plupart des gens croient que les relations publiques sont fondamentalement contraires à l'éthique et ils n'ont pas tout à fait tort, car une grande partie des pratiques observées en relations publiques le sont toutefois aux yeux des théoriciens. Les relations publiques sont euh, intrinsèquement reliées à l'éthique, à la responsabilité sociale et à la durabilité. Donc pour Edward Bernays, c'est sans doute le tout premier théoricien des relations publiques à expliquer aux éducateurs membres de l'AJMC, Association for Education in Journalism and Mass Communication, qui citait, réunie en 1980, que les relations publiques construisent la pratique de la responsabilité sociale. Elles sont le clé pour l'avenir des États-Unis. En plus de Bernays, qui est associé aux relations publiques et responsabilité sociale, soutient que les professionnels peuvent remplir les fonctions conseillées en matière d'éthique auprès des dirigeants d'entreprises. Ces derniers recevraient ainsi des recommandations spécialisées. Carl Walm, ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, estime nécessaire à la prise de décisions éthiques dans State Public Relations, but explique au sens de nous travaillons régulièrement avec des éléments intangibles comme la confiance et la réputation. Donc, les théoriciens de la gestion ont également suggéré que ces responsables de l'éthique étaient nécessaires, mais ils sont peu nombreux à avoir compris que les professionnels des relations publiques pouvaient remplir par ce rôle. Par exemple, dans leur essai intitulé Corporate Strategy and the Search of Ethics for Ethics, Freeman et Gilbert soulignent deux découvertes des théoriciens de la gestion. Les organisations sont composées d'humains porteurs de valeurs et ces valeurs aident à expliquer comment les gestionnaires prennent leurs décisions stratégiques. Le choix stratégique des organisations sont influencés pour des tierces parties, les intervenants, comme les clients, les fournisseurs, la collectivité, les gouvernements, la propriétaire et les employés. Freeman et Gilbert poursuivent en énonçant deux principes relatifs aux stratégies d'entreprise. Elles doivent être fondées sur une bonne compréhension de valeurs auxquelles adhèrent les membres de l'organisation et les intervenants. Et elles doivent être fondées sur une bonne compréhension des aspects éthiques de choix stratégiques. Pour que les professionnels des relations publiques soient en mesure d'agir à attirer des conseillers en matière d'éthique, il faut que nous examinions les responsabilités éthiques et sociales reliées à la profession de son état actuel et que nous incorporions les notions de responsabilité éthique et sociale à nos théories portant sur la façon dont la profession devrait être exercée. Donc, l'éthique, c'est très important dans le domaine de relations publiques parce que sans éthique, on peut pas faire
aucune chose. Donc c'est très important le chargé de communication. Sur l'éthique de relations publiques, c'est très important pour les travailleurs ou bien pour les chargés de communication, chargés de relations publiques. Et ça, il va les traiter, Inch'Allah, dans les cours prochains. C'est le rôle de l'éthique, parce que les chercheurs dans les théories des relations publiques, soit les modèles ou bien les approches, estiment qu'il faut le chargé de relations publiques et les professionnels dans le domaine de relations publiques respectent l'éthique les éthiques de relations publiques. On va aller traiter ça dans le prochain cours. Je vais essayer de terminer le cours d'aujourd'hui sur les théories et les modèles et les approches de relations publiques. Si vous avez des questions, Inch'Allah, je vais les répondre dans les panels de discussion. Et merci à tous pour votre attention. Au revoir.